Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de RStudio. Alors, vous avez dû réussir à télécharger le programme R et son éditeur RStudio. Si vous voulez tester si R et RStudio sont bien reliés, il suffit d'ouvrir une fenêtre RStudio et de lancer n'importe quelle instruction, par exemple l'instruction A égale 1, 2.5, entrée, contrôle entrée, et de vérifier que ça s'affiche dans la console en dessous. Ça s'affiche également dans l'espace de travail, et vous avez bien créé une variable égale à un vecteur qui va de A à 5. Donc là, si je tape A pour voir ce qu'il y a dans ma variable, nous avons les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà une première approche pour voir comment créer une variable. Donc si ceci a fonctionné, c'est que le chemin entre RStudio et R a été bien fait. Donc, présentons un petit peu la fenêtre de RStudio découpée en 4. Donc ici, c'est les scripts que l'on souhaitera sauvegarder. Ici, la console, c'est-à-dire le lieu où s'exécutent les instructions en langage R, à savoir que R est un langage interprété et non pas compilé. Donc il n'y a pas de compilation, vous allez interpréter toutes les lignes qu'il y a dans votre source et s'il y a des erreurs, R ira quand même jusqu'au bout. Là, votre espace de travail, alors ici vous avez les variables qui vont s'afficher. Bien sûr, pour l'instant, je n'ai qu'une variable. Import dataset, c'est une fenêtre très importante qui nous permet, si l'on veut faire des statistiques, de récupérer des données. Donc je vous montrerai comment faire. Bon, le balai, c'est bien sûr pour balayer les objets qui sont déjà dedans et revenir à zéro. Et ici, un onglet historique qui nous permet de voir toutes les instructions que l'on a exécutées dans la console. Par exemple, si je fais dans la console A plus 2, entrée, bien sûr, elle apparaît dans la console, elle apparaît dans l'historique, mais elle n'apparaît pas dans la source. Si j'ai besoin de la mettre dans la source, ben voilà ce qu'il suffit de faire, et elle apparaît dans la source. Donc on peut travailler dans la console, les instructions iront dans l'historique, et celles dont on a besoin, on pourra les mettre que dans la console. Ça, c'est un petit peu des méthodes de travail que l'on peut avoir. Alors, tous les menus sont en anglais, parce que RStudio est un éditeur anglais. Donc là, il n'y a rien de particulier, à savoir qu'on peut créer des projets à plusieurs, travailler à plusieurs sur un projet. Bon, ça ne sera pas notre cas, mais vous pouvez configurer de manière à travailler à plusieurs sur un même projet R. R étant le langage de programmation orienté statistique utilisé dans toutes les universités quasiment et dans le supérieur pour traiter des statistiques. Ici, vous avez une autre fenêtre qui elle-même comporte 4 onglets. Donc l'onglet Help, donc aide en ligne, quand vous avez besoin d'avoir une aide sur une fonction que vous utilisez dans R. Une fonction package, donc c'est un petit peu comme dans la tech, il y a quelques packages qu'il faut ajouter, beaucoup moins, attention que dans la tech, hein, il y en a quelques-uns. C'est très rare qu'on ait besoin à notre niveau d'ajouter des packages. Plot, bien sûr, c'est pour construire des figures. Les files, c'est pour aller chercher un fichier R que l'on aura créé. Alors là, j'ai créé une nouvelle fenêtre que je ne vais pas utiliser. Je vais fermer cette fenêtre et je vais vous montrer ce que l'on peut faire déjà avec R et RStudio. Donc un petit script que j'utilise avec les élèves pour leur montrer la différence entre les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Donc je pars d'un sondage sur une population dont je connais déjà les proportions. Donc là, j'ai choisi d'étudier les élections qui ont eu lieu en France et qui ont le deuxième tour qui a opposé
François Hollande à Nicolas Sarkozy. Donc j'ai les valeurs à 10 puissance moins 4 des fréquences dans la population. Je vais considérer que dans ma population, tout le monde vote soit pour Hollande, soit pour Sarkozy, afin de simplifier la tâche. Donc, on crée notre proportion, on crée notre population. Donc là, j'ai pris une population, comme vous pouvez le voir, de 1 million de personnes. Je crée un vecteur Hollande-Sarkozy. Une proportion, ça sera le vecteur comportant les deux nombres là, donc Hollande avec sa proportion, Sarkozy avec sa proportion, et une population où je répète le vecteur candidat le vecteur candidat de manière à lui faire apparaître taille de population fois proportion. C'est-à-dire que je vais avoir dans ma population de 1 million, 516 400 personnes qui voteraient Hollande et 483 600 personnes qui voteraient Sarkozy. Et là, je réalise une table, c'est-à-dire bien vérifier que tout ça a été bien fait. Donc, je sélectionne toute cette instruction et je l'envoie dans la console. Donc, il y a deux manières, ou CTRL-Entrée ou CTRL-R. Voilà, donc tout s'exécute à la suite dans la console, et bien sûr, le résultat n'apparaît pas dans le script, mais dans la console. Voilà. Alors, un petit bug, c'est qu'il ne prend pas exactement 1 million, mais il me prend 516 399 à la place de 516 400. Bon, pour la démonstration du reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors après, on choisit de fabriquer des échantillons. C'est-à-dire qu'on va tirer au hasard 1000 personnes, c'est à peu près la taille des sondages, dans notre population. Donc, un tirage correspond à un sample, donc un tirage de 1 dans notre population d'une taille de l'échantillon. Et ensuite, on regarde notre échantillon. Donc, lançons cette petite instruction pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, dans mon échantillon de 2000 personnes, 528 personnes votent pour Hollande et 472 pour Sarkozy. Bien sûr, je peux relancer et je n'aurai pas du tout le même résultat. Voilà, 532, 468, etc. Alors, on peut bien sûr les mettre sous forme de proportion. Voilà, ça ne change rien. Et regardez la distribution des votes. C'est-à-dire que là, on va regarder notre premier graphique avec R. Donc, je lance la commande et voilà le premier graphique qui apparaît. Donc, on va faire un petit zoom pour le voir un peu mieux. Je peux monter la fenêtre ici pour qu'on ait une meilleure idée. Automatiquement, ça se met à l'échelle. Donc voilà. Là, Hollande bat Sarkozy dans mon échantillon. Alors, bien entendu, on peut vérifier, ça c'est pour une loi du qui 2, pour voir si mes résultats sont en accord avec la population. Donc, on peut lancer cette petite instruction. Donc je suis bien dans les clous. La distance du qui carré est égale à 0,9745 et cette distance avait une probabilité de 32,36 de se produire. Donc il n'y a pas du tout de problème. Mon échantillon est conforme à ma population. Maintenant, nous allons faire plusieurs sondages, puisque c'est ce qui est important, c'est de voir ces fluctuations de sondage pour voir effectivement que ça ne présente aucun intérêt de faire des sondages 1 ou 2 jours de suite. Donc, je lance mes simulations. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout le code, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver. Et maintenant, je vais regarder les résultats de mes sondages. Donc là, on a tous les sondages possibles, avec seulement la proportion, j'ai choisi, d'afficher la proportion de Hollande. Okay, c'est pour ça que je suis bien au-dessus des 50 pour la plupart. Mais on voit qu'il y a pas mal de sondages où François Hollande est en dessous de 50. Donc construisons une ligne droite qui nous donne
le vote Hollande, enfin la proportion de Hollande dans la population. On va montrer la taille de l'intervalle à partir de la loi binomiale vue en première S et ES, et on va tracer les deux intervalles. Voilà. Donc ici, vous avez les intervalles de fluctuation exacts, calculés avec les propriétés vues en première ES ou en première S. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de valeurs qui sont en dehors de cet intervalle de fluctuation. Comme j'ai fait 200 fluctuations et que j'ai construit l'intervalle de fluctuation à 95%, je devrais avoir environ une dizaine de valeurs en dehors. À vue de nez, cela semble tout à fait correct. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une 11e valeur ici. Et puis on a ces deux valeurs ici et cette valeur-là qui sont à peu près dans l'ordre de l'intervalle. Voilà. Là, on va donner des valeurs les plus petites qui apparaissent maintenant dans la console et les valeurs les plus grandes qui apparaissent également dans la console. Donc on voit qu'on va relativement vite. On peut également observer la boîte à moustache de nos valeurs. Donc on a des valeurs que le logiciel juge tout à fait exceptionnelles par rapport au reste, 3 valeurs. Et ensuite la distribution, c'est-à-dire l'histogramme de ces valeurs. Donc maintenant, ça étant fait, on a construit nos intervalles de fluctuation. Maintenant, ce que l'on peut faire également, c'est voir le problème à l'envers, c'est-à-dire ne connaissant pas la proportion dans la population, à l'aide de... Pardon, j'espère que je ne suis pas trop loin. Voilà. À l'aide des valeurs obtenues dans les sondages, construire ce qu'on appelle les intervalles de confiance, au niveau de 95%. Donc, on rappelle qu'un intervalle de confiance, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. C'est-à-dire que on ne sait pas si la valeur appartient ou pas à notre intervalle. On ne peut pas le savoir. Mais on sait que si on répète un grand nombre de fois, c'est la construction de notre intervalle de confiance, dans 95% des cas, la valeur dans la population appartiendra à cet intervalle. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, on les a construits de manière réelle avec la loi binomiale. Bon, ça ne change pas grand-chose si on prend la loi normale. Alors voilà. Donc là, le problème est différent. On a nos valeurs que l'on a obtenues. Alors, j'ai refait ici moins de simulations, hein, j'en ai fait que 100. Et on a nos intervalles avec leur taille. Alors, bien entendu, le problème est inverse maintenant. On a notre proportion que j'ai fait apparaître ici dans la population et on regarde quels sont par hasard les intervalles qui ne contiendraient pas cette valeur. Donc, on va regarder, ils vont apparaître normalement en rouge. Voilà. Donc là, on en a un certain nombre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on en a un petit peu plus que ce qu'on devra avoir, mais bien sûr, ça reste de la fluctuation, même dans ce cas-là. Donc on a 8 intervalles qui ne contiennent pas la valeur de notre population. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire avec R. Alors bien entendu, je ne vais pas essayer de vous amener jusqu'à ce genre de choses. Je vais vous laisser en fichier joint ce petit fichier que vous pourrez tout à fait utiliser et modifier à loisir, même en modifiant les proportions au départ. Vous verrez que petit à petit, si vous utilisez R, vous comprendrez la méthode de programmation de ce langage. Voilà. Alors, on peut voir de manière plus grande
les graphiques que nous venons de réaliser, donc le graphique correspondant à l'estimation par intervalle de loi binomiale. On peut regarder l'histogramme et le boxplot. Ici, on peut zoomer sur également l'intervalle de fluctuation. Voilà. Et on peut les exporter, ces plots, ces images, pardon, soit en PDF, soit comme une image. Donc si on le sauve en PDF, ben on peut choisir la taille, donc on peut choisir A4, par exemple, et puis le mettre soit en portrait, soit en paysage. Voilà. Et après choisir le nom et l'endroit où le sauvegarder. Donc voilà une première découverte de R et de RStudio pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Et bien entendu, ce n'est qu'une infime partie des choses que l'on peut réaliser avec R, puisque c'est un langage qui est utilisé dans le supérieur, que vous avez dû voir dans le document d'accompagnement probabilité statistique sur le programme de terminal qu'il était utilisé, puisqu'à la fin on donnait plein de scripts avec R. C'est un langage relativement, comment dirais-je, qui a l'air relativement simple, mais assez magique. C'est-à-dire que souvent on a l'impression qu'on ne met pas beaucoup de code et que ça fonctionne. Donc c'est un langage qui est très puissant et qui permet de faire beaucoup de choses, que ce soit en statistique descriptive, description d'un échantillon, donc là avec des graphiques relativement propres et beaucoup plus beaux qu'avec un tableur par exemple, et qui permet aussi de faire de la statistique inférentielle en utilisant des lois de probabilité. Donc la statistique inférentielle servant bien sûr à construire des modèles pour des situations réelles à partir d'échantillons, comme on vient de le voir là sur cet exemple. Même si là on n'a pas vraiment construit un modèle, on a cherché à voir la différence entre les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Voilà. Je vous remercie. Je vous retrouve pour une première utilisation de R ensemble sur un petit exercice de statistique descriptive.